Le journal Patrick Cohen. À la une ce matin, une poignée de main, une signature, deux signatures. Et après, sommet Kim-Trump à Singapour, succès diplomatique, espoir de paix durable ou opération de relations publiques en mondovision. L'ancien ministre Hubert Védrine avec nous dans un quart d'heure. La Corse prête à accueillir les migrants de l'Aquarius. C'est l'offre des dirigeants nationalistes corses cette nuit, alors que l'Espagne paraît trop lointaine à l'équipage du bateau. La France sous les eaux, déluge sur une bonne partie de la moitié nord. Et ce matin, le déraillement d'un RER B dans l'Essonne entre Orsay et Saint-Rémy-les-Chevreuses. Il y a 7 blessés légers. Sur le front des orages à Calmy, enfin demain. La mort de la reine de l'accordéon musette, Yvette Horner, 95 ans. Dans ce journal, Danone boycotté au Maroc, nous dira Daniel Fortin. Le jeu vidéo, premier marché culturel de France, objet d'un salon mondial à Los Angeles. Ce sera l'enquête de 8h avec Grégoire Martinez. Et le football, 20 ans après les retrouvailles sur le terrain des Bleus de 98. Deux hommes en costume qui s'avancent l'un vers l'autre, se sourient et se serrent chaleureusement la main devant les caméras du monde entier. C'est donc arrivé il y a un peu moins de 5 heures à Singapour. L'un préside la première puissance mondiale, l'autre tyrannise un petit pays pauvre et isolé dont le PIB est 500 fois moindre que celui des États-Unis. Mais par la magie de l'arme atomique, les voici discutant d'égal à égal. Première parole, premiers assauts d'amabilité. Je me sens vraiment bien. Nous allons avoir une bonne discussion. Et je pense que ça sera une réussite formidable. C'est un honneur. Et nous allons avoir une relation fantastique, ça ne fait aucun doute. Ce n'était pas facile d'en arriver là. Le passé a mis beaucoup d'obstacles sur notre route. Et nous les avons tous surmontés. Et nous sommes ici aujourd'hui. Merci beaucoup, merci. Donald Trump, l'Américain, et Kim Jong-un, le Coréen, juste avant leur premier tête-à-tête. Xavier Yvon, vous êtes sur place à Singapour pour Europe 1. Les deux hommes viennent donc de signer un document commun. Oui, alors il s'agit d'un accord cadre entre les deux pays, un accord historique, vient de dire Kim Jong-un. Le monde va voir un changement majeur. Nous allons démarrer très rapidement la dénucléarisation, expliqué pour sa part Donald Trump, sans beaucoup plus de détails. Il va donc falloir attendre des précisions pour voir s'il y a eu un rapprochement des positions sur le fond, parce que sur la forme, on l'a eu, ce rapprochement, proximité affichée tout au long de la rencontre de plus de 4 heures. Il fallait de belles images, on les a eues. D'ailleurs, Donald Trump s'en est pas caché au moment, par exemple, de passer à table pour le déjeuner commun. Il a lancé aux photographes: faites en sorte que nous ayons l'air sympa, beau et mince. On a vu l'Américain très tactile, une main dans le dos de celui qu'il appelait il n'y a pas si longtemps le petit homme fusée. Il y a eu aussi des moments un peu surréalistes, comme lorsque Trump a montré l'intérieur de sa limousine blindée à Kim Jong-un, le paranoïaque de la sécurité. En voyant ces images, beaucoup de gens vont croire à un film de science-fiction. C'est Kim Jong-un qui avait glissé ça à Donald Trump juste après leur première poignée de main. Il ne s'était pas trompé. Xavier Yvon, envoyé spécial d'Europe 1 à Singapour, et à 8h15, le regard d'Hubert Védrine, l'ancien ministre des Affaires étrangères de François Mitterrand, sur la diplomatie de rupture de Trump. Europe 1, 8h03. Un bateau à la dérive, en tout cas pour l'instant sans point d'arrivée. L'Aquarius, navire affrété par SOS Méditerranée et Médecins sans frontières, chargé de 629 migrants, dont 134 enfants, tous secourus ces derniers jours au large de la Libye. L'Aquarius n'ira sans doute pas jusqu'en Espagne, où le gouvernement se dit prêt à l'accueillir. Trop loin, trop dangereux, affirme l'équipage du bateau surchargé. Valence est à 1300 km, 4 jours de mer. Et cette nuit, surprise, alors que les autorités françaises restent parfaitement silencieuses après le refus italien, c'est la Corse qui se dit prête à accueillir le navire et ses migrants. Tweet du président du Conseil exécutif de Corse, Gilles Simeoni, que nous venons de joindre. Le port le plus proche, c'est sans doute Bastia. Ce matin, nous sommes en train de prendre contact avec SOS Méditerranée. Je pense aussi, et j'espère que le gouvernement français validera cette démarche. Il s'agit de répondre à une situation d'urgence. Vous savez, nous ne méconnaissons pas les difficultés qui sont liées à l'afflux important de migrants qui cherchent à traverser la Méditerranée. La Corse n'a sans doute pas les moyens d'accueillir durablement plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de personnes. Ce qui compte aujourd'hui, c'est d'envoyer un signal fort, celui de la solidarité, celui de l'humanisme et celui surtout du refus de la passivité face à des situations qui sont dramatiques. Gilles Simeoni, le président de l'exécutif corse, joint par Chanel Petit. Aux dernières nouvelles, une autre solution pourrait être trouvée pour les 600 et quelques migrants de l'Aquarius. Ils pourraient être transbordés sur des navires italiens et conduits en Espagne, puisque le gouvernement espagnol a accepté de les accueillir. C'est ce que annonce à l'instant l'ONG
SOS Méditerranée. À l'étranger encore, le Maroc, où le groupe Danone est la cible d'un appel au boycott de ses produits, un mouvement contre la vie chère, mouvement qui prend de l'ampleur, Daniel Fortin. Oui, en moins de 6 semaines, la filiale locale du groupe a déjà perdu la moitié de son chiffre d'affaires face à une protestation de masse contre la vie chère. Celle-ci a pris naissance sur les réseaux sociaux fin avril et elle ne cesse de s'amplifier. La quasi-totalité des villes du pays sont touchées. Les commerçants et les restaurateurs ne veulent plus acheter de produits Danone parce qu'ils craignent de ne pas pouvoir les revendre. C'est une affaire sérieuse pour le groupe français qui réalise 600 millions d'euros de chiffre d'affaires sur place et qui a de grandes ambitions dans tout le Maghreb. Danone est-il le seul touché par ce mouvement? Alors le français est en pointe parce qu'il est visible, il emploie 6000 salariés sur place. Il est un collecteur de lait important auprès des éleveurs locaux, mais il n'est pas le seul visé. D'autres produits sont touchés, comme l'essence ou l'eau minérale. D'une façon générale, les Marocains protestent contre la médiocrité de leur niveau de vie. Malgré une croissance de 4% l'an dernier, la pauvreté est endémique, elle touche 60% de la population. Le chômage, 43%. Du coup, le pouvoir politique surveille de très près cette colère qui grandit, une colère dont Danone est devenu le symbole. Daniel Fortin, Les Échos, merci. 29e journée de grève à la SNCF qui prévoit de faire rouler 3 TGV et Transiliens sur 5 et 1 TER sur 2. Des syndicats toujours unis et mobilisés malgré l'épilogue très proche de la discussion parlementaire. Le texte devrait être adopté définitivement par l'Assemblée demain, puis par le Sénat jeudi. Et puis dans la course à la présidence du MEDEF, avantage Roux de Bézieux en tête au sein du Conseil exécutif face à Alexandre Sobo. Vote consultatif. L'élection aura lieu le 3 juillet prochain. 8h08, la suite du journal, Patrick Cohen. Une rame de RER B a donc déraillé et s'est couchée sur la voie ce matin dans l'Essonne. Ça s'est passé à 300 mètres à la sortie du terminus de Saint-Rémy-les-Chevreuses en direction de Paris. Trois wagons de la rame, oui, se sont couchés sur la voie. Il y a 7 blessés légers, nous dit-on. Il faut dire que les pluies ont été particulièrement violentes. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Bientôt, nous dit Météo France, qui annonce la fin des hostilités à partir de demain. Les rivières débordent, les sols sont gorgés d'eau. Hier, près de Montpellier, 90 mm d'eau de pluie est tombée dans la journée. À Orly, record absolu en 24 heures avec l'équivalent d'un mois de pluie. Ce n'est donc ni le cinéma ni la musique, le marché culturel le plus riche de France. Celui qui brasse des milliards d'euros, c'est le jeu vidéo. Secteur qui compte de plus en plus d'adeptes et qui regarde ce qui se passe aujourd'hui à Los Angeles, où s'ouvre le salon international du jeu, l'E3. Qui sont ces joueurs? À quoi jouent-ils? C'est l'enquête du 8h. Bonjour Grégoire Martinez. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Le public du jeu vidéo est de plus en plus large. Oui, alors ce n'est peut-être pas celui que vous imaginez, mais en France, le joueur moyen a 34 ans et 1 sur 2 est une joueuse. Ça fait quelques années maintenant qu'on joue sur smartphone, sur tablette, dans les transports en commun ou dans la salle d'attente chez son médecin. Résultat, le temps que passent les Français à jouer a augmenté fortement, 3 heures par semaine en moyenne sur smartphone et jusqu'à 4 heures sur console. Cyril, elle, a commencé très tôt. J'ai commencé à jouer sur les petits jeux qu'il y avait sur l'ordinateur de mon père et puis finalement vers 5 ans, j'ai commencé à jouer à la PlayStation 1. Et là, j'ai découvert l'univers du jeu vidéo et je ne l'ai jamais quitté. Les Game Boy, les GameCube, la DS, c'est facile, 2-3 heures par jour. Par mois, j'achète 3 à 4 jeux, ça va de 50 à 100 euros par mois. Et alors justement, à quoi ils jouent? Tous les jeux sont populaires? Eh bien, les plus populaires, ce sont les jeux de course automobile. 41% des joueurs prennent le volant. Les jeux d'action, comme ceux du français Ubisoft, le 3e éditeur dans le monde, sont aussi très appréciés. Pour vous donner une idée, Assassin's Creed, qui mêle histoire et aventure, s'est vendu à près de 500 000 exemplaires en France l'an dernier. C'est le 5e du classement. Mais les 2 leaders incontestés restent des éditeurs américains. Et oui, notamment celui du jeu FIFA, c'est du football. 1,3 million de joueurs l'ont acheté en France l'an dernier. C'est considérable. Et à l'approche de la Coupe du Monde, il connaît encore un regain de popularité, comme chez Valentin. Le cliché, c'est vraiment bière, pizza, copains et FIFA. L'idée, c'est de regarder les prochains matchs de l'équipe de France. Et puis les soirées se finissent toujours par quelques matchs entre nous. Et on dégaine les manettes. Et on est pas mal, on est toujours entre, 5 et 8. Il y en a forcément qui va dire, ok, allez, je prends l'Australie. Et qui prend la France. FIFA, ça restera toujours le jeu de prédilection de la soirée. Je pense que c'est ça. Voilà, donc le marché du jeu va donc très bien. Au total, son chiffre d'affaires a atteint 4,3 milliards d'euros en France l'an dernier, plus 18% par rapport à 2016. Et si la France est si forte, c'est aussi grâce à un crédit d'impôt sur le jeu vidéo qui incite les éditeurs à s'installer. Et il y a encore de belles nouveautés à venir, comme The Division 2 qui a été annoncé cette nuit à Los Angeles. Enquête de 8h de Grégoire Martinez. Merci. Le football
Ce soir, les Bleus de 98, de retour sur le terrain. 20 ans après avoir gagné le mondial, ils affrontent une sélection des meilleurs joueurs de l'époque à Nanterre. Journée spéciale sur Europe 1 avec entre 19 et 20 heures le carton bleu, un tout sonore pour revivre ces moments historiques. Vous allez entendre dans cet extrait Jacques Chirac, Aimé Jacquet, la Marseillaise. Je suis avec vous. Tous les Français sont avec vous. Et que demain soir, la Coupe du Monde soit la vôtre. Que demain soir, la Coupe du Monde soit française. J'en ai la conviction. Nous, on n'a qu'une seule chose à faire, c'est qu'à 21h, on va taper dans un ballon et il faudra bien taper dans ce ballon. Jour J, 12 juillet. Les Français et les Brésiliens font leur entrée sur la pelouse du Stade de France. Au commentaire, l'incontournable duo d'Europe 1, Eugène Sacomano et Pierre-Louis Basse. Voilà, c'est parti pour la finale de la Coupe du Monde. Eugène Zidane, premier ballon. Oui, premier ballon Zidane pour Thuram. Thuram là-bas sur le côté droit qui descend et qui est face à Rivaldo. Voilà, ne manquez pas ce carton bleu ce soir entre 19 et 20h sur Europe 1. Elle aussi a fait l'histoire avec sa crinière, son sourire permanent et son accordéon. Yvette Horner, la reine du musette et des bals populaires et aussi du Tour de France qu'elle a parcouru pendant 11 ans sur le toit d'une voiture publicitaire avant que le chanteur Antoine ne la moque gentiment dans ses élucubrations. L'autre jour j'écoute la radio en me réveillant, c'était Yvette Horner qui jouait de l'accordéon. Yvette Horner, dont la mort a été annoncée cette nuit, à l'âge de 95 ans. On la réécoutera tout à l'heure dans des archives inédites entre 9h et 9h15 sur Europe.